Bonjour à tous. Merci de l'intérêt que vous portez à ce webinaire et j'espère que vous vous portez bien. Donc, avant de commencer, en attendant quelques connexions supplémentaires sur ce webinaire, je voulais partager avec vous ce qui m'avait donné envie de le faire. Donc, pendant le confinement, j'ai été comme vous tous beaucoup devant mon ordinateur, soit en visio avec mes clients et partenaires, soit à regarder d'autres webinaires ou à me documenter sur le web. Et j'ai développé un certain nombre de convictions que j'avais envie de partager avec vos gens. Voilà. Donc, mon métier, c'est consultante en transformation digitale et organisationnelle. Donc, les entreprises font appel à moi quand les situations imposent une transformation. Une transformation, c'est jamais simple. Il y a des résistances au changement. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on voit énormément de voyants qui passent au vert pour faciliter et accélérer cette transformation. Alors, c'est ce que je voulais vous exposer aujourd'hui, c'est-à-dire que la reprise, c'est aussi une opportunité et ça va vous permettre de faciliter votre transformation d'entreprise. Donc, on va démarrer. Là, j'ai vu que c'était bon. Vous pouvez utiliser pendant tout le webinaire les boutons le petit bouton convertir pour poser des questions. Il y aura un petit quart d'heure à la fin pendant laquelle je répondrai aux questions. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de couper votre micro pendant cette présentation. C'est parti pour 1 heure. Voilà. Donc, j'ai pris l'image du chef d'entreprise en tant que capitaine de navire. Parce que c'est bien vous, le chef d'entreprise, le chef d'équipe, le chef de département, le manager, qui avez la lourde tâche de donner une direction et un cap à votre entreprise. Et j'ai voulu aussi commencer avec la présentation du 19 avril d'Édouard Philippe, de notre Premier ministre, parce qu'elle résume bien la situation. Dans le fait que on va devoir apprendre à organiser une vie collective différemment, avec la poursuite du télétravail, donc qui va changer nos habitudes de travail, et les réglementations, les règles vont se rajouter et vont changer notre mode de fonctionnement. Donc avec tout ça, on pourrait aussi rajouter que ces changements, c'est pas juste maintenant, ils vont se poursuivre dans la durée. Et on risque même d'avoir d'autres types de perturbations, sûrement moins anxiogènes que la crise sanitaire, mais on peut avoir une crise environnementale, une crise sociétale. On va avoir de plus en plus d'événements perturbateurs par rapport, la vie de l'entreprise sera de moins en moins un long fleuve tranquille. Voilà. Donc, dans ces moments de perturbation plus ou moins importants, votre responsabilité en tant que manager est bien évidemment de respecter la réglementation, et c'est pas toujours aussi évident qu'il paraît, parce qu'elle évolue, de rassurer votre équipe et vos passagers, et de fixer un cap tout en donnant un sens à ce que vous faites, de là où vous allez, un sens à l'entreprise. C'est d'autant plus important de donner du sens parce que dans les moments de doute comme aujourd'hui, tout le monde se pose des questions et on a absolument besoin de savoir pourquoi on se lève le matin. Voilà. Donc, comment est-ce que vous allez faire ça? Eh bien, la première chose, c'est de vous rassurer vous-même. Rassurer vous-même, ça veut dire que vous allez faire un bilan, vous allez chercher de l'information et agglomérer cette information de manière à avoir une vision nette de, bon, les choses les plus importantes à faire demain matin sur un plan d'urgence, c'est ça, ça, ça et ça. Voilà. Et en même temps, vous allez aussi dégager des grandes tendances sur ce qu'il faudrait faire dans les mois qui viennent. Sous réserve, bien évidemment, qu'une autre perturbation ne vienne pas changer vos plans. Et c'est là qu'on va voir qu'il est important, la méthode est importante parce qu'elle vous permettra d'intégrer au fur et à mesure les événements perturbateurs qui arrivent sans casser tous vos plans et tout redémarrer à zéro. Voilà. Imaginez maintenant que
vous soyez dans un mode de fonctionnement qui vous permette de gérer justement cette crise sanitaire et que dans un an, vous ayez une rupture dans votre chaîne d'approvisionnement suite à un changement dans les lois internationales voilà, d'import-export. Si vous avez mis en place le mode de fonctionnement que je vais vous proposer, en fait, vous allez être en alerte permanente. Donc, vous allez déjà identifier ce problème très en amont et vous allez surtout avoir une structure dans l'entreprise, une organisation dans l'entreprise, un mode de fonctionnement qui va vous permettre très rapidement de mobiliser les gens et très rapidement de bâtir une solution qui répond à ce problème. Ça peut être un vrai avantage concurrentiel si vous pensez que d'autres concurrents qui n'ont pas mis en place ce mode de fonctionnement se retrouvent au pied du mur, un peu comme aujourd'hui nous avec le Covid, à imaginer en partant de zéro sans une organisation. Ça vous permet de gagner des parts de marché. C'est ce qu'on appelle le time to market. Vous êtes en avance, vous gagnez du temps sur le marché parce que vous avez une réponse plus pertinente et plus rapide. Voilà. Donc, surtout, utilisez, je dirais, cette période de Covid pour aussi mettre en place des mécanismes qui vous serviront plus tard. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va gérer l'urgence? L'urgence, bien évidemment, c'est déjà le soutien de votre activité actuelle. Hein. Vous avez pris du retard, vous avez besoin de refaire votre plan de trésorerie. Mais cette crise sanitaire vous a apporté de nouveaux sujets, de nouvelles obligations que sont l'aménagement réglementaire avec les règles poste de travail, distanciation sociale, etc., le télétravail. Et cette obligation aussi pour toute entreprise de plus d'un salarié d'informer les gens et de les impliquer pour être sûr qu'ils appliquent les mesures et les réglementations au plus vite. Ensuite, vous avez aussi à gérer les risques psychosociaux. Tout le monde ne revient pas indemne de cette période de confinement. Vous avez des gens dans un état dépressif, des gens fatigués. Il va falloir en tenir compte et gérer ces risques dans l'entreprise. Donc, pour ces 3 sujets qui sont des sujets supplémentaires que vous n'aviez pas l'habitude de traiter, je vous propose de mettre en place ce nouveau mode de fonctionnement qui est plus efficace et qui va vous permettre justement de focaliser les énergies de tout le monde autour de ces sujets. Donc, pourquoi est-ce que c'est une vraie opportunité et pourquoi je disais au départage que un bon nombre de voyants étaient au vert qui d'habitude ne le font pas forcément, c'est que la période de crise a fait que tout le monde s'est remis en cause, plus ou moins, tout le monde a réfléchi, les gens rentrent préoccupés, avec beaucoup d'énergie dispersée, donc ils sont vraiment en demande de sens et de cohésion. Voilà. La cohésion du groupe, les gens ont manqué aussi d'interaction sociale. Donc, il va être important de redonner une dynamique au groupe et ça va être, je dirais, les gens sont en demande, donc c'est facilité. Et c'est cette dynamique de groupe qui va vous permettre d'aller plus loin. Ensuite, avec tout ce qui nous tombe dessus, avec tout ce que j'ai même pas détaillé, mais qui est précisé juste dans les aménagements, les réglementaires, etc., vous n'allez pas pouvoir tout contrôler. Vous n'allez pas pouvoir passer directement à un plan d'action. Vous allez devoir déléguer et, par contre, surveiller les solutions comme l'huile sur le feu, de manière à, comme le lait sur le feu, pardon, de manière à vérifier et à toujours être en contrôle, par contre, de l'efficacité des mesures qui sont mises en place, mais pas les solutions elles-mêmes. Et cette façon de procéder va vous permettre aussi, que vous avez fait un bilan, vous allez faire un bilan, de mettre, il y a un certain nombre d'opportunités qui se sont déclenchées pendant la crise. Le télétravail a été une obligation, mais c'est aussi une opportunité pour votre entreprise de développer le télétravail
de développer la digitalisation d'un certain nombre d'aspects. Vous pouvez faire de plus en plus de réunions digitales, utiliser des outils que vous n'utilisiez pas avant, etc. Ensuite, le point important, c'est vraiment que vous allez gagner un temps précieux en étant organisé dès le premier jour, en étant organisé et à l'écoute. Parce que ce qui est important dans la mise en place d'un plan d'action, c'est évidemment un plan d'action pertinent. Et on est d'autant plus pertinent qu'on a des antennes un peu partout qui nous permettent d'être à l'écoute du marché, à l'écoute de ses collaborateurs. Et tout ça va vous permettre de mettre en place des plans d'action qui sont bien plus adaptés et donc de gagner en productivité. Voilà. Donc, ça, c'est le cadre. Mais maintenant, comment faire réellement? Donc, pour le faire, d'abord une prise de recul que vous allez faire de votre côté. Et là, je vous ai mis une représentation des 5 domaines qu'il faut prendre en compte quand on fait un bilan ou qu'on fait un business plan ou une étude de marché pour une entreprise. Le but, c'est juste de vous servir de ça comme d'une checklist pour vérifier que vous avez bien pensé à regarder les effets de la technologie ou de la réglementation sur vos différents domaines. Mais ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une façon beaucoup plus simple de faire le bilan. Voilà. Donc, pour faire le bilan, je vous propose de répondre à ces 4 grandes questions. C'est d'abord essayer de regarder quel a été le mode de fonctionnement pendant la crise. Vous avez des services, des produits ou des équipes qui ont bien fonctionné malgré les perturbations liées à la crise. Ça se trouve, là, tout ce qui est facturation s'est fait sans problème parce que tout était digitalisé, parce que les gens en télétravail avaient leur accès à toute l'information et ont pu travailler en parfaite autonomie. Vous pouvez avoir des secteurs, par exemple, où du travail s'est accumulé. Ça peut être le cas, par exemple, en production, si vous avez mis les gens au chômage partiel, mais que l'équipe des tâcherons attend la validation d'un chef d'équipe et que le chef d'équipe est en temps partiel, vous pouvez avoir eu des problèmes de flux de production. Donc tout ça, il va falloir le regarder assez finement de manière à savoir quels sont les problèmes. Est-ce que, de la même façon, regardez par rapport aux clients. Est-ce que j'ai le même profil de client? Est-ce que les types de clients ont changé pendant la crise? J'en avais moins, mais est-ce que c'est le même profil ou est-ce que c'est des profils différents? Est-ce que je pense que ça va perdurer ou pas après la crise? Donc voilà, posez-vous ces questions-là. Ensuite, tout ce qui est sur les projets que vous avez en cours. Surtout, regardez l'impact des nouvelles réglementations et l'impact, je dirais, des nouvelles problématiques sur. Alors, excusez-moi, j'ai des problèmes de batterie, je reviens tout de suite. Voilà, mon ordinateur n'était plus branché, je ne sais pas pourquoi. Bon, désolé. Donc, regardez bien tout ce qui est vos projets et l'impact qu'a la crise sur ces projets. Vous aviez un projet d'aller à l'international. Est-ce que, au vu de la crise, l'idée n'est pas plutôt de se rapprocher de fournisseurs locaux? Voilà. Donc, ça peut remettre en cause vos projets et ça peut en accélérer d'autres. Hein. Donc, voilà, c'est important. Ça va vous aider. Avoir cette information va vous permettre de faire un plan de gestion de trésorerie qui sera bien plus pertinent. Ensuite, les initiatives déclenchées par la crise, est-ce qu'elles pourraient perdurer? Alors, pendant la crise, il y a de nombreuses, par exemple, les entreprises, enfin la restauration s'est mise à faire beaucoup de ventes à domicile et de livraison à domicile. Est-ce que c'est un modèle qu'ils veulent garder ou pas après la crise? La question se pose. Ça peut être intéressant. Ils ont pu se rendre compte
que c'était quelque chose de rentable, de facile à mettre en place, etc. Donc, pourquoi pas. Ensuite, regardez bien toutes les initiatives qui ont été lancées où on apprend très souvent de ses erreurs. Et c'est important aussi d'analyser ses erreurs. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait, le manque de réaction que vous avez eu ou les choses qui n'ont pas marché peuvent aussi vous donner des pistes d'amélioration. Voilà. Ensuite, les derniers points, c'est de regarder le point de vue humain parce que l'entreprise, c'est d'abord des salariés et des employés et des collaborateurs, des fournisseurs. Donc, vous avez peut-être découvert des employés avec des ressources insoupçonnées. Un MacGyver qui s'est débrouillé tout seul pour mettre en place tous les outils de téléconférence dont vous aviez besoin. Et il n'était pas du tout dans le service informatique. Donc, voilà, vous découvrez des compétences. Regardez aussi les gens qui sont en souffrance. Ça peut être des souffrances personnelles, mais ça peut aussi être des souffrances professionnelles. Des gens peuvent s'être rendus compte que ils étaient au chômage partiel, mais le travail s'est fait sans eux en fait. Ils remettent en cause ça remet en cause leur utilité dans l'entreprise. Donc ça peut être très violent. Ensuite, pendant la crise, avant la crise, vous aviez par exemple 4 tâches faites par 4 personnes avec 4 compétences différentes. Et pendant la crise, c'était un peu compliqué puisqu'il y avait du chômage partiel, donc il n'y avait que 2 personnes. Et là, vous vous rendez compte que ça peut être intéressant d'avoir des polycompétences, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont un peu à cheval sur les compétences des autres et en cas de non-disponibilité d'une des personnes, ils peuvent faire, bon, peut-être pas aussi bien le travail que l'expert, mais ils peuvent faire une grande majorité des choses. Donc, la polycompétence, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les entreprises et qui est de plus en plus dimensionnante pour la performance de l'entreprise. Et ensuite, pensez au collectif. Ça se trouve, pendant la crise, il y a spontanément un groupe WhatsApp qui s'est monté pour discuter d'un produit ou d'un service et entre eux, ils s'échangeaient des idées comme ça à brûle-pourpoint. C'est peut-être quelque chose. Déjà, vous avez identifié un groupe qui est moteur dans l'entreprise et qui a envie de faire des choses. Et ensuite, c'est peut-être une façon de faire proposée par les employés eux-mêmes que vous aurez envie de faire perdurer. Voilà, tous ces éléments-là, mettez-les bien, réfléchissez bien. Ça va vous permettre de bâtir un plan d'urgence, de mieux évaluer votre plan de trésorerie au vu de, bien évidemment, j'ai des risques, j'ai des pertes de clients, j'ai des coûts supplémentaires de mise en place des règles psychosociales, enfin, des règles de confinement, de déconfinement, etc. Mais contrebalancé par oui, mais j'ai des idées d'amélioration, j'ai été voilà. Donc toutes les initiatives, toutes les opportunités doivent vous permettre d'avoir un plan de trésorerie qui au final est un petit peu plus optimiste que ce que vous en auriez pensé au premier abord. Voilà. Vous allez dégager de ce bilan aussi les sujets sur lesquels vous voyez bien que c'est important, mais ils ne sont pas encore assez matures. Donc, il va falloir travailler dessus en mode task force. Qui va vouloir travailler avec vous sur les risques psychosociaux? Eh bien, sûrement le médecin du travail, des représentants du personnel, 2-3 employés qui sont volontaires. Voilà. Donc ça, identifiez dès maintenant aussi les sujets à creuser. Quand vous avez fait tout ça, on va passer maintenant à comment ça fonctionne en général, de manière à ce que vous puissiez présenter ce mode de fonctionnement à tout le monde. Donc, en 1, vous avez vu, là, vous avez fait votre bilan. Ça, c'est le bilan que vous avez fait, c'est le petit bonhomme, là, c'est vous, que vous avez fait avec tous les feedbacks que vous pouviez. Vous voyez que c'est un cycle. Donc, ce bilan, aujourd'hui, les feedbacks des employés, vous ne l'avez pas, mais vous l'aurez. Vous allez dire aux employés et surtout, si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des idées, voilà comment me les communiquer, voilà
comment vous pouvez participer. Vous allez aussi avoir le temps, dans les mois qui viennent, de mieux connaître et de mieux comprendre la voix du client. Et puis, il va y avoir dans les mois à venir aussi de nouvelles directives du gouvernement, de nouvelles situations à traiter, etc. Donc tout ça, c'est un phénomène itératif. Donc, pour le moment, vous avez fait une première version du bilan, c'est bien, mais il y en aura d'autres. Donc, avec cette première version de bilan, vous devez d'abord les lister sous forme de risques et d'opportunités avec les actions associées à côté que vous voulez mettre en place et de les trier par urgence et par importance. Bien évidemment, vous avez d'abord votre gestion d'urgence, les choses absolues à faire, et ça, vous devez aussi le publier dans un DUR si vous êtes une entreprise avec plus d'un salarié. C'est un document unique des risques professionnels. Il est à partager avec l'ensemble des partenaires sociaux, la médecine du travail et à publier. Donc, commencez par ce document, mais surtout, ajoutez-y tous les autres risques. Vous avez des risques financiers, vous avez des risques en production. Voilà, profitez-en pour faire un dossier, enfin un document qui vous serve sur l'ensemble du management de l'entreprise. Et priorisez ce que vous allez faire vraiment maintenant, c'est-à-dire dans le mois qui vient, de ce que vous allez faire après. Soyez réaliste. Ne mettez pas 40 choses à faire ce mois-ci que vous ne tiendrez jamais au vu des capacités que vous avez à délivrer. Soyez vraiment réaliste, même peut-être donner une bonne surprise d'en faire plus, mais surtout ne pas en mettre trop, ne pas voilà, exploser. Les gens vont être affolés avec tout ce qu'il y a à faire. Donc, priorisez bien. Et maintenant, il va falloir justement expliquer ce plan. Expliquer ce plan aux équipes, c'est une obligation d'abord, parce que si vous mettez en place des règles de fonctionnement, de télétravail ou des règles, par exemple, pour les visiteurs, hein, est-ce qu'il y a le droit, est-ce que vous avez le droit ou pas de recevoir des visiteurs dans votre établissement avec les règles, en respectant les règles de distanciation sociale, eh bien, les gens doivent pouvoir les appliquer. Pour les appliquer, il faut qu'ils les connaissent. Donc, vous devez absolument communiquer et expliquer. Mais utilisez ce moment pour aussi expliquer votre plan court terme de gestion de l'urgence, ce que vous voyez qu'il faudrait faire dans les mois à venir, voilà, et surtout le comment vous allez le faire. C'est-à-dire expliquer ce cycle en disant régulièrement, aujourd'hui, je vous présente la première version de ce plan avec les urgences à traiter ce mois-ci. On fera une évaluation, on se reverra le mois prochain. Je vous ferai un bilan sur ce qu'on a accompli dans le mois et ce qu'on va accomplir le mois d'après. On se reverra et on va comme ça itérer. Soyez rassurant dans votre communication, c'est-à-dire qu'il faut aussi partager vos émotions. Dans le bilan, tout n'est pas rose. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir éviter. Il y a des choses, il y a des pans entiers de votre activité qui peuvent s'écrouler. S'ils s'écroulent, il faut le dire. Et de toute façon, les gens préféreront une information même pas optimiste parce que en fait, surtout dans ces moments de crise, les gens s'imaginent le pire. Donc, rassurer un fournisseur en lui disant, voilà, on a telle et telle difficulté, mais et on va peut-être vous commander moins de choses, mais on s'engage à vous commander la moitié de ce qu'on commandait d'habitude, c'est toujours mieux que de le laisser dans la crainte d'un dépôt d'entreprise de votre part. Voilà. Donc, communiquer, informer tout le monde. N'oubliez pas d'informer votre banquier parce que la banque, pareil, plus vous lui montrerez que vous avez un plan, que vous savez où vous allez, plus il sera sous de bonnes dispositions pour vous aider et vous accompagner. Donc voilà, mettre tout le monde dans de bonnes dispositions, c'est hyper important. Et ensuite, faire tout ça, ça veut dire
qu'à un moment donné, vous dites aux gens, ben voilà, j'ai besoin aussi de vos feedbacks. J'ai besoin que vous me donniez des idées. J'ai besoin que vous, si vous voyez des risques ou si vous voyez des opportunités, j'ai besoin de les capturer et de les analyser. Mais pour ça, il va falloir que les gens comprennent que ça fait partie de quelque chose que vous valorisez vraiment. Parce que un chef d'entreprise qui est favoriser les feedbacks, les gens vont dire bon, moi j'ai autre chose à faire, hein, je j'ai pas de temps pour ça, moi je suis pas payé pour ça, donc bon, je le fais pas. Là, c'est vraiment une volonté de votre part, c'est quelque chose qui va être mis en exergue dans les objectifs annuels des gens, le fait de collaborer, le fait de faire partie de groupes de travail, ils vont être mis en avant, valorisés, et même mettre des primes aux gens qui travaillent sur des solutions. Voilà. Mais dégagez-leur du temps de production. C'est pas en plus du travail. C'est-à-dire que s'ils ont 100% de leur travail habituel et que vous leur dites participer en plus à un atelier collaboratif, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de volontaires. Donc, important pour vous, donnez-vous les moyens de faire ce cycle, c'est-à-dire du temps et des ressources pour que les gens aient réellement du temps non productif pour penser et pour agir. Ensuite, vous voyez le 4 et le 5, c'est les gens vont réfléchir à des solutions ensemble. Ils vont vous proposer des choses. Donc, vous êtes toujours là, en interaction avec eux. Vous ne leur donnez pas la solution, ils bâtissent la solution, mais vous êtes là pour les guider, pour répondre à leurs questions. Donc, c'est important parce que pour vous, ça veut dire aussi une disponibilité vis-à-vis de ces gens-là. Vous devez être capable de passer 5-10 minutes par jour pour être sûr qu'ils ont une question brève, de pouvoir répondre, et puis même pour garder le contact, voilà, où vous en êtes, etc. Est-ce que vous avez des questions particulières? C'est pas où vous en êtes d'un point de vue reporting, hein, c'est plutôt est-ce que vous avez besoin de moi? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux vous aider? Est-ce que vous vous posez des questions auxquelles je peux vous aider à répondre? Et en fait, passer aussi par semaine, grosso modo 1 heure avec eux pour travailler plus à fond sur des sujets qu'on ne peut pas traiter en 5 minutes. Ensuite, important, à la fin de ce cycle d'un mois, prendre vraiment du temps. Donc, quand je dis vraiment du temps, ça dépend de la taille de l'entreprise et ça dépend de la taille du sujet, mais ça peut aller jusqu'à une journée pendant laquelle on se pose, ou 2 jours pendant lesquels on se pose. Et puis, ça peut être en 2 heures de temps, on a fait le tour du truc. C'est évaluer ce que vous avez fait. Est-ce que vous l'avez fait comme vous vouliez? Est-ce que vous avez réussi à aller au bout? Et est-ce que finalement, ça vous donne d'autres idées d'amélioration? Je vous prends un exemple. Vous avez décidé, comme beaucoup d'entreprises, de ne pourvoir qu'un poste de travail sur 2, une personne sur 2 en télétravail, et vous vous rendez compte que ça, c'est absolument pas possible pour quelques compétences rares dans l'entreprise. Elles doivent être là à 100%. Donc, quelle est l'étape d'après? Dans cette première étape, vous avez mis le 50% en marche. Eh bien oui, mais ça ne fonctionne pas pour les compétences rares. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de former d'autres personnes? Est-ce que vous décidez de faire une exception pour ces gens-là et de les mettre dans des bureaux séparés? Enfin bon, voilà. C'est à vous de voir, mais les choses évoluent en cercle itératif. D'accord? Donc, important de faire ça et de refaire du coup un bilan parce que dans un mois, les choses auront changé et là, vous aurez plus d'informations à la fois du gouvernement, de vos clients, de vos employés que vous pourrez reprioriser. Vous voyez là, les événements extérieurs ne perturbent pas votre cycle parce que vous avez un cycle court d'un mois qui fait que, sauf si c'est une urgence absolue que vous devez traiter tout de suite et que du coup, ça va perturber votre cycle d'un mois, mais en général, 1 mois ou 3 semaines, c'est bien, ça peut attendre 3 semaines pour vraiment, mais dans 3 semaines, vous démarrez l'action. Donc, vous voyez, c'est voilà. Donc, présenter cette méthode, présenter la façon de travailler, bien donner du moyen,
temps ressources de manière à être sûr que les gens soient mobilisés et prêts à vous aider, à agir et à vous donner du feedback. Maintenant, je vous ai parlé justement de la mobilisation des gens, donc il va falloir que vous connaissiez votre équipage parce que vous avez aussi une obligation de prévention des risques psychosociaux. Vous allez pouvoir, là, avec les quelques éléments que je vais vous donner, voir sur qui vous allez pouvoir vous appuyer dans l'entreprise et qui a besoin d'être épaulé. Donc, pour vous montrer ça, j'ai souhaité repartir de la pyramide de Maslow, donc il y a un philosophe, un psychologue des années 40, américain, et qui a bâti une représentation des besoins et des motivations de l'individu. Donc, il y a des besoins de base, des besoins de sécurité et les besoins physiologiques de base. Donc ça, c'est avoir une rémunération, sécurité de l'emploi, une sécurité physique, une sécurité psychologique, c'est-à-dire ne pas travailler dans un environnement anxiogène. Et cet étage-là, il a été vraiment bien bouleversé par la crise. Donc là-dessus, il va c'est l'étage communication, informer, c'est-à-dire rassurer, partager aussi votre émotionnel. C'est-à-dire qu'il est important que les gens voient que vous êtes comme eux. Vous avez aussi des besoins physiologiques et des besoins de sécurité et que, oui, on est dans une période d'insécurité et il faut le reconnaître. Voilà. Donc, c'est dans ces parties-là que l'on va communiquer et améliorer et vérifier auprès des gens comment se passe le télétravail, comment ils vivent les mesures de prévention, comment est-ce que l'aménagement est vécu dans l'entreprise, etc. Donc, pour faire ça, vous avez, comment vous le faites? Il y a l'email, classique. N'oubliez pas, il y a un truc très bien, c'est les petits guides pratiques ou les petites notes sur le guide du manager, la charte du visiteur, ce genre de choses que vous pouvez faire sous forme de fiches. Et les gens n'ont pas besoin de relire tout un pavé ou de se remémorer toute votre présentation. Ils ont des petites fiches avec chaque sujet et c'est très bien. Ensuite, il y a surtout une obligation d'affichage. Toutes les mesures d'hygiène indispensables aujourd'hui, faut les afficher. Voilà. Donc, campagne d'affichage que vous pouvez faire dans les couloirs, dans les espaces communs, etc. Compléter à certains moments par des séances de formation digitale. Parce que vous devez vous assurer soit l'affichage et les messages de l'affichage sont ce porteur. Donc, quand on vous explique comment vous lavez les mains, il n'y a pas besoin d'une formation. Le guide affiché dans les lavabos, devant les lavabos, suffit. Mais si vous expliquez les règles pour le télétravail, comment prendre des pauses, comment bien mettre son ordinateur, comment bien vivre, comment faire une réunion, etc. Vous pouvez avoir besoin de faire une micro-session de formation pour les gens qu'ils suivent avec un petit questionnaire à la fin qui permet de vérifier qu'ils ont bien compris. Et voilà. Donc, ça, c'est des possibilités pour cette partie-là. Ensuite, on arrive à tout ce qui est appartenance, estime de soi et accomplissement. Donc là, c'est vraiment l'étage du ressenti et des aspirations personnelles. C'est l'intérêt pour le métier, la reconnaissance de l'engagement, de mon engagement par l'entreprise, la possibilité de prendre des initiatives, mon autonomie, le dépassement de soi. Donc, pour adresser cet étage, je dirais, de nos sentiments, vous devez faire plusieurs choses. C'est valoriser et encourager les feedbacks et favoriser le travail collectif, l'autonomie et la prise d'initiative. Donc, en donnant du sens,
C'est-à-dire que informer, c'est aussi informer sur voilà où on va, voilà ce qu'on va faire, de manière à ce que les gens puissent prendre des initiatives en connaissance de cause. On ne peut pas prendre d'initiatives, on prend des initiatives qui tombent à l'eau. Si vous ne savez pas quelle est la direction dans laquelle va le bateau, les initiatives tombent à l'eau. Voilà. Donc là, il est important pour vous, c'est là que donner du sens, donner votre plan de développement à 1 ou 2 ans, communiquer régulièrement pour être sûr d'alimenter justement cette prise d'initiative. Comment le faire? Les ateliers, enfin des présentations mensuelles qu'on a vues précédemment, où vous allez débattre avec vos collaborateurs, avec les employés, mais ça peut aussi être des enquêtes de satisfaction. Vous pouvez demander aux employés ce qu'ils pensent. Ça peut émerger, bien évidemment, libérer la parole dans des ateliers collaboratifs. Vous mettez les gens dans une salle et puis allez, on y va, des post-it, c'est quoi vos idées, c'est quoi vos problèmes. Voilà. Donc, ça peut émerger là. Et puis, pensez aussi au débat avec une personne extérieure à l'entreprise. Ça légitime très fortement votre action. C'est-à-dire que vous faites venir un client qui dit bah oui, comme l'a dit monsieur machin, je suis bien d'accord, on a tel et tel problème, nous aussi dans l'entreprise on a le même, et voilà comment nous on va le traiter, et voilà. Donc vous voyez aussi que les gens puissent avoir cette information, cette prise de recul par eux-mêmes. Voilà. Donc là, c'est un peu tous les outils que vous avez pour gérer l'humain. Maintenant, on va passer à, maintenant que vous avez géré l'urgence, que vous connaissez un petit peu sur qui vous pouvez vous appuyer, je voulais insister sur ce moment privilégié qu'est la période post-confinement pour vous démarquer de la concurrence, mais pour le long terme, et vous démarquer dès maintenant. Alors, ça passe d'abord par le client, par l'expérience client, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que vos profils de clients ont changé, vous n'êtes pas sûr de les garder, vous n'êtes pas sûr d'en avoir, leur comportement a peut-être changé, ils ont pris l'habitude de commander en ligne et de commander en ligne chez Leroy Merlin ou à la jardinerie du coin. Peut-être qu'ils voudront continuer ces commandes en ligne, même pour vos produits et services. Donc, revoir, c'est le moment idéal pour vous poser, mais c'est très simple, et créer des personas. Je m'explique, un persona, c'est quoi? C'est Marion, 24 ans, étudiante, voilà, elle regarde d'abord sur Internet. Quand elle a choisi le produit qui lui va bien, en fait, elle se déplace en magasin pour acheter. Après, elle fait ci, elle fait ci, elle fait ça. Donc, c'est vraiment tout son parcours en tant que client, depuis l'intention d'achat jusqu'à est-ce que je suis fidèle ou pas, etc. Et vous prenez Marion qui a 24 ans et vous prenez Claude qui en a 60 et qui est retraité. Voilà, vous voyez 4-5 profils de votre entreprise et vous personnalisez avec un petit scénario, avec un truc un peu sympa, ce qu'ils font. Vous allez voir, vous allez capter énormément d'informations. Déjà, sur les endroits qui sont fondamentaux pour ces gens-là, vous allez peut-être voir que, en fait, Marion, de toute façon, tous les ans, elle va changer de produit et elle est absolument pas fidèle à une entreprise ou à une autre. Ça dépend de ce que lui dira, je sais pas, de ce qu'elle aura sur Facebook au moment donné comme promotion. Donc, de là, vous allez pouvoir regarder quelles sont les briques, je dirais, de ce parcours sur lesquelles vous êtes très fort et celles sur lesquelles, pour le moment, vous êtes un peu faible. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir bâtir votre stratégie de produits et services orientée sur la valeur de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, là, si je veux être sûr que cette personne soit satisfaite, il faut que je renforce mon SAV, ou il faut que je renforce ma visibilité sur Internet, mon attractivité d'achat, ou il faut que je renforce ma e-réputation, c'est-à-dire que disent les autres
que disent tous les commentaires sur mon entreprise sur le net. Donc, bon, je prends des exemples sur le net, mais ça peut être partout ailleurs parce que ça parle à tout le monde. Donc, en premier, refaire ça. Ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça fixe les idées et c'est super sympa pour tout le monde pour voir. Et les gens vont se prendre au jeu de ah bah oui, mais Marion, elle a 24 ans, mais alors attends, il y a aussi tel type de profil. Donc, c'est bien parce que ça va vous permettre de mieux comprendre vos clients. Et surtout, avec ces briques, vous allez pouvoir maintenant très facilement lancer, par exemple, une enquête client en leur demandant bah, sur la brique 1, qu'est-ce que vous pensez? Sur la brique 2, vous pensez quoi? Pour vérifier que le parcours que vous avez fait, ben, c'est la réalité des clients. Donc, très très important, l'expérience client, je pense que c'est top pour vous démarquer de la concurrence. Parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas aussi fréquent que ça dans les entreprises. Et surtout, de passer en mode ce que je fais et ma stratégie, elle est vraiment orientée produit et service. Voilà. Ensuite, ben, pour que ça marche, c'est bien d'avoir le parcours. Enfin, en fait, il faut que ça délivre vraiment derrière. Donc, pensez chaîne d'approvisionnement. Chaîne d'approvisionnement bout en bout. C'est-à-dire depuis la pro jusqu'au SAV. Alors, c'est un peu corrélé au truc du dessus. Sauf que là, vos process, il y a des process internes que l'expérience client ne révélera pas. Et surtout là, bah, posez-vous la question, ça sert à rien de produire 500 produits à la journée si vous ne pouvez en facturer 50. Alors, je sais que cet exemple est un peu trivial et j'ose espérer qu'aucune entreprise n'est dans ce cas de figure. Mais voilà, travailler aussi sur des scénarios de qu'est-ce qui se passe si les règles de transport international changent et mon fournisseur à l'autre bout du monde, bah, du coup, ça marche plus. Donc, travaillez sur des scénarios alternatifs et voyez si vous ne pouvez pas mettre en place un démarrage de ces scénarios alternatifs. C'est-à-dire, je reste fidèle à mon client, enfin à mon fournisseur international pour le moment, mais j'ai quand même mis en place un premier partenariat avec 2-3 entreprises locales à petite échelle. Voilà, ils ne me fournissent pas grand-chose, mais j'ai déjà quelque chose et en cas de besoin, je pourrais activer davantage ce partenariat-là. Donc, regardez ça. Et quand je parle de chaîne d'appro, je parle aussi humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont focalisés sur mon rôle, c'est ça. Donc, moi, je délivre ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé 500 produits, je fais les 500 produits. Mais j'ai pas vu que la personne qui faisait, par exemple, l'emballage des produits ou qui faisait des expéditions, elle était complètement sous l'eau. Ça me sert à rien, moi, d'avoir une équipe super efficace de gens qui font. Alors, les indicateurs de l'entreprise, moi, je suis bien. Hein, je monte, je suis de plus en plus efficace, je délivre de plus en plus. Ouais, mais à côté, le gars, il est sous l'eau, il n'y arrive pas, etc. Donc, il faut aussi qu'en tant que responsable d'entreprise ou manager d'un département, ou voilà, vous ayez cette vision transverse et vous donniez à vos équipes des objectifs sur la transversalité. C'est-à-dire que mon objectif n'est pas uniquement de produire le produit, mon objectif est sur la chaîne de bout en bout. Voilà. J'ai aussi une partie de mon objectif qui est un objectif des autres. Et vous allez voir, ça rapproche beaucoup les discussions entre les gens, ça évite de mon point de vue, ce qui est le plus important, c'est la qualité, et l'autre, non, de mon point de vue, ce qui est le plus important, c'est la quantité. Ça évite ce genre de discussion et ce genre d'échauffement dans l'entreprise. Voilà. Ensuite, dernier point, innover et miser sur le collectif. Alors ça, pour moi, c'est important parce que aujourd'hui, on sait que 40% des managers pensent que le changement, c'est un risque. Donc, d'autant plus avec la crise, parce qu'en période de crise, on a besoin de se rassurer. Et comment on se rassure naturellement? Alors, sauf qu'évidemment, avec votre communication précédemment, vous avez quand même rassuré tout le monde. Mais logiquement, en fait, on repart sur ses bases. On repart sur ce qu'on sait faire et comme avant. Donc, il est important d'insuffler rapidement, parce que sinon, les vieilles habitudes reviennent au galop. Et après, pour les
pour les faire changer, vous allez retomber sur tous les freins qu'on connaît habituellement au changement. Aujourd'hui, vous n'en avez pas, vous avez juste des gens qui sont un peu perdus, enfin, voilà, qui sont en attente. Donc, profitez-en pour mettre en place les conditions de la prise d'initiative comme je disais tout à l'heure, temps dédié pour travailler sur des sujets collaboratifs, valorisé à votre niveau par des primes, par des objectifs annuels, par je sais pas, la récompense au groupe qui a trouvé le plus de solutions, etc. Mais mettez en place les conditions de la prise d'initiative et surtout, faites en sorte que un manager, alors on ne peut pas changer un manager du jour au lendemain, donc un manager ou un chef d'équipe ne va pas changer du jour au lendemain sa façon de manager et surtout pas sans un accompagnement, mais déjà vous pouvez insuffler au manager l'envie d'aider les autres à réussir plutôt que de les empêcher de mal faire. Et si j'avais une chose à faire, ça serait afficher ça absolument partout, aider les autres à réussir plutôt que de les empêcher de mal faire, plutôt que de contrôler tout le temps, il faut être dans l'accompagnement. Voilà. Donc, pour aider tout ça, ben, on est d'accord, c'est l'information, l'information, l'information. Donc, l'information, comment est-ce qu'on la fait? Ben, avec du visual management. Le visual management, c'est une partie dans une partie commune à l'entreprise où vous allez avoir une partie permanente qui explique l'état des lieux, votre plan, ce que vous allez faire. La situation actuelle également, vous pouvez très bien, vous venez de faire une enquête auprès des clients et vous avez les résultats de cette enquête, surtout affichez-la, que tout le monde voit les clients contents, les clients pas contents, ça va leur donner des idées. Voilà. Donc, visual management, très important pour soutenir la prise d'initiative. Et là, je pense que vous avez l'ensemble des conditions qui, de mon point de vue, peuvent déclencher énormément de productivité dans l'entreprise. Pour continuer là-dessus, et ça va être mon dernier point, c'est penser au digital pour vous aider dans tout ça. Alors, on a dit il va y avoir de plus en plus de visioconférences, de travail à distance, des gens chez eux, des gens en entreprise. Comment faire une réunion efficace? Klaxoon, c'est génial pour ça. Alors, il y en a d'autres. Moi, je vous ai choisi 4 outils que j'utilise régulièrement. Ils sont très faciles à utiliser, à mettre en place. Ils sont pas chers. Voilà. Et franchement, ils sont très utilisés par beaucoup d'entreprises. Après, il y en a d'autres. Voilà. Là, je vous ai présenté cela. Donc, Klaxoon, c'est un environnement collaboratif qui vous permet non seulement de faire des visioconférences, mais aussi d'avoir, vous voyez le petit tableau là avec des post-it, de mettre des post-it en mode brainstorming si vous voulez, et aussi de faire des enquêtes sur le vif. Par exemple, vous mettez un post-it, genre ça y est, on a trouvé l'action, il faut absolument, il faut bâtir une équipe pour gérer, pour mettre en place un guide du manager pour qu'il sache identifier les risques psychosociaux. Admettons. Ça, vous le mettez et pendant la réunion, vous donnez un lien sur le mobile de chacun sur le Klaxoon et vous posez la question combien de temps seriez-vous prêt à dédier à cette activité? 1 heure par semaine, 1 heure par mois ou 1 jour par mois? Et en temps réel, tous les gens dans la salle ou à distance répondent. Et en temps réel, vous avez le résumé, la synthèse qui apparaît à l'écran que vous pouvez commenter. Vous voyez, il y a déjà 10 personnes qui peuvent y mettre, voilà. Donc, vous êtes pratiquement capable de bâtir votre équipe instantanément plutôt que d'attendre, de dire, ah bah voilà, vous ressortez, vous savez le nombre de fois on ressort avec un plan d'action. Et après, c'est bon, qui le fait? Voilà. Donc là, vous pouvez ressortir avec une équipe. Ensuite, moi, je l'utilise tout le temps et vous pouvez l'utiliser, par exemple, dans votre réunion au départ, là, pour expliquer votre bilan et motiver les gens. En fin de réunion, quand vous avez fait une plénière comme ça et expliqué des choses assez denses, vous demandez aux gens, vous posez juste 4 questions. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette présentation? Qu'est-ce que vous avez apprécié?
qu'est-ce qui vous a manqué et qu'est-ce que vous désireriez voir pour la prochaine fois. Et vous avez vu, comme de toute façon, j'ai dit que c'était un cycle et que vous alliez revenir dans un mois pour leur présenter des trucs, c'est quand même super quand les gens en live vous disent, bah en fait, moi, il m'a manqué tel et tel aspect et j'aimerais voir ça, ça et ça. Qu'ils aient apprécié la pause café à 80%, peut être quelque chose que vous commentez en disant, bah, je suis content que les petits sports vous aient plu ou que ce qu'ils aient apprécié soit la bonne humeur du chef d'entreprise. Voilà. Vous voyez. Donc, vous pouvez aussi commenter en direct parce que les résultats arrivent en direct. Et derrière, ça vous donne tout de suite des leviers. Donc ça, c'est Klaxoon. Après, vous avez SurveyMonkey. SurveyMonkey, c'est pour faire des enquêtes. Donc des enquêtes, ça peut être en interne et ça peut être avec vos clients, vos fournisseurs, enfin comme vous voulez. Il y a des modèles spécial Covid, par exemple, il y a un modèle spécial Covid pour les employés pour évaluer leur perception de leur bien-être en télétravail. Vous pouvez bien évidemment faire toutes vos enquêtes clients. Et les résultats arrivent, vous voyez, à droite, là, sous forme synthétique. Voilà, vous avez des graphes qui vous permettent derrière de prendre des actions et de dire, bah, tiens, la plupart des gens sont contents sur tel truc, ils sont pas contents sur tel autre. Ensuite, je vous ai mis Bootify. Alors, je vous l'ai mis, mais s'il y en avait qu'un seul sur les trois sur lesquels j'ai plus de réserve, ça serait celui-là, parce que ça a une vraie valeur ajoutée. Vous savez, c'est les assistants de messagerie, enfin les assistants, je dirais, digitaux, que vous voyez quand vous êtes sur un site marchand et qu'on vous pose la question comment je peux vous aider. Vous posez une question en texte libre et derrière, c'est un robot en fait qui vous répond. Donc, c'est super efficace, c'est génial, c'est très facile à mettre en place. C'est-à-dire que le mettre en place sur votre site web, sur Facebook ou sur WhatsApp, c'est super simple. Par contre, faire en sorte que les réponses qu'il fasse soient pertinentes, ça, c'est pas l'outil qui va vous le fournir, c'est vous. Et en fonction de votre entreprise, si le domaine est assez vaste et que les réponses sont compliquées, etc., et qui demande une grande expertise, ça peut être assez long à paramétrer. Alors, quand je dis paramétrer, c'est faire rentrer l'information, une information textuelle, hein, donc c'est pas de l'informatique, mais quand même, vous pouvez avoir énormément de temps à rentrer l'information. Il n'y a rien de pire qu'un robot qui vous dit je sais pas, ou qui à chaque fois que vous posez une question, même de base, ou qui vous répond complètement à côté de la plaque. Donc ça c'est rédhibitoire, c'est encore pire que de rien avoir. Donc surtout ne le mettez que si vous êtes sûr de la valeur des réponses apportées par cet assistant. Voilà. Ensuite, le dernier élément, c'est Blooming. Alors, Blooming, c'est pour les entreprises un peu plus grosses. Enfin, les TPE, par exemple, vont sûrement pas utiliser Blooming. Qu'elles pourraient, mais bon, je pense pas que ce soit indispensable. Blooming, c'est pour gérer l'expérience employée et mettre en place la culture du feedback. Alors, c'est bien parce que c'est c'est finalement une plateforme dans laquelle vous pouvez donner vos idées et prendre des initiatives et donner vos feedbacks 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, et puis, c'est un endroit, et c'est pas comme la boîte à idées à l'accueil avec des petits papiers dedans. Donc, ça, c'est super. Ensuite, il y a dedans, il y a aussi un moteur d'enquête, donc ça fait des enquêtes, et il y a un chatbot, donc pareil que Boostify, il y a un moteur intelligent où les gens peuvent poser des questions en texte libre et avoir des réponses simultanées. C'est très utile, par exemple, pour vous, pour piloter l'entreprise, pour savoir si, par exemple, les directives que vous avez données lors de la première réunion là, sont bien compris par tout le monde, les objectifs sont bien compris par tout le monde. Et en fait, vous allez pouvoir lancer cette espèce un petit serveur interne. Et du coup, les gens, vous allez voir que dans certains départements, les objectifs fixés par les managers sont bien compris. Dans d'autres départements, les objectifs ne sont pas compris. Donc, ça vous permet aussi, d'un point de vue RH, de savoir quelles sont les populations qui vont avoir besoin de plus d'informations ou de plus de précision parce qu'apparemment, ils sont dans le site. Voilà.
allez regarder sur les sites, il y a énormément de choses que je vous en dis, c'est juste le b.a.-ba. On peut faire énormément de choses avec ces outils. Et franchement, ils sont faciles d'utilisation. Ils ont tous des offres spéciales Covid, des offres commerciales et des templates. Donc, ça peut vous aider et c'est très simple à mettre en place. Voilà. Donc, je vais conclure par la crise. J'espère vous avoir convaincu au cours de tous ces slides que vous pouviez aussi en faire une opportunité pour votre entreprise. Et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut absolument que vous pensiez différemment dès le premier jour. Après, vous allez vous engluer dans, au contraire, l'information va s'accumuler et si vous n'avez pas un mécanisme fluide pour la traiter, franchement, vous allez être débordé. Donc, le meilleur moyen, c'est vraiment, comme le disait Boileau, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Faire des cycles courts. Vous avez une première idée. OK, vous n'avez pas pris les feedbacks des clients, vous n'avez pas eu le temps de vous en occuper, c'est pas grave. Déjà, il y a la réglementation à mettre en place. On va déjà commencer par ça. Donc, vous faites un premier cycle avec des actions, vous expliquez bien à tout le monde est mobilisé autour de ça, etc. Et la boucle d'après, vous allez itérer, vous allez faire d'autres choses. Donc, vraiment, pas régulier, rétrospective, c'est-à-dire vraiment posez-vous la question de est-ce que j'ai fait finalement, ça répond vraiment aux besoins ou est-ce qu'il faut encore que j'améliore. Ensuite, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Jouer le collectif. Franchement, en ce moment, vous pouvez pas tout porter sur les épaules. Vous allez, sur la durée, c'est intenable. Voilà. Donc, comptez sur le collectif. Mais pour compter sur le collectif, je répète, vraiment, ça c'est un point qui me tient à cœur parce que souvent, c'est occulté par la plupart des entreprises, c'est donner du temps et valoriser le temps pris par les employés là-dessus. Ensuite, le client est roi. J'espère vous avoir convaincu de l'importance de définir une stratégie orientée valeur de l'expérience utilisateur et non pas objectif opérationnel. Voilà. Si vous n'êtes pas convaincu, rappelez-moi, on en rediscutera. Ensuite, améliorer et simplifier les interfaces. Oui, pensez end-to-end dans l'entreprise, que chacun ne soit pas focalisé, mais ouvert sur les rôles des autres et les problématiques des autres. Voilà, avoir des objectifs communs d'entreprise. Et puis, surtout, dans tout ça, c'est pas parce qu'on est en période, je dirais, négative, où il y a énormément de risques, il faut en premier lieu pallier à ces risques, qu'il ne faut pas en même temps saisir les opportunités. Parce que ça ne vous coûtera pas plus cher de les mettre en même temps. Voilà. Souvent, elles vous permettront de passer le cap. Voilà. Voilà, j'en ai fini. Donc, je vous remercie de votre participation. Je vais maintenant regarder les quelques questions. Alors, attendez, vous me donnez 2 secondes et je regarde ce que j'ai noté pendant la présentation. Voilà. Donc, quelques questions. Je vais essayer d'aller très vite parce que je crois que j'ai un peu dépassé l'heure. Donc, avez-vous un template pour faire des bilans? Alors, les bilans, les templates, entre autres Excel, il y en a plein. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de vous rapprocher de votre branche d'activité. Parce qu'évidemment, les risques dans le BTP d'accident du travail sont bien détaillés, alors qu'ils le sont beaucoup moins dans une entreprise d'assurance du tertiaire. Donc, pour que ça soit pertinent et que vous ne soyez pas là à réinventer la roue, prenez un template, regardez ce qui existe dans votre corps de métier. Le gouvernement, donc le ministère du Travail, a sorti des fiches métier par métier dans lesquelles finalement vous avez l'identification de tous les risques professionnels. Alors évidemment, ce n'est pas les risques de votre entreprise, mais ça pourra vous guider. Et puis la CPAM, par exemple, a aussi fait tout un template justement sur le DUER. Ensuite, en matière de template, en matière de priorisation des risques, il y a une autre question sur la priorisation des actions. Dans un fichier de priorisation des actions,
pensez à 2 colonnes, parce que souvent on en met des tonnes. Essayez de synthétiser en 2 colonnes. Une colonne qui est l'effort nécessaire. L'effort nécessaire, c'est à la fois combien ça vous coûte, enfin les coûts directs, mais aussi les coûts en ressources et aussi la provision pour risque. Si vous avez une solution, enfin, je veux dire, bouger des tables et les chaises pour faire un aménagement différent, vous prenez pas trop de risques, c'est connu. Mettre en place un e-commerce, etc., bah, peut-être que vous savez pas trop où vous allez, donc bon, vous pouvez prendre une provision pour risque. Donc, provision pour risque, qui est celle aussi de votre plan de trésorerie, hein, se retrouve dans le plan de trésorerie, que vous mettez dans cette colonne sur cette action au niveau effort. Et pour contrebalancer l'effort, c'est la valeur. Quelle valeur ça apporte? Quelle valeur ça apporte à l'entreprise, aux clients et ou aux employés? Et du coup, mettez-vous une sorte de règle de 1 à 5, des étoiles, ce que vous voulez, de manière à avoir ça sous les yeux et prioriser en fonction du rapport entre ce que ça vous coûte, l'effort que ça vous demande et la valeur que ça apporte. Et là, vous verrez tout de suite, la priorisation, elle est beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà. Autre question, j'espère que j'ai répondu. Autre question, dans une TPE, pensez-vous utile d'appliquer tout ça? Alors, je dirais que bah, pour moi, oui, oui et oui, parce que dans une TPE, c'est 10 fois plus simple à mettre en place qu'ailleurs. Les gens sont déjà proches. Il vous suffit de faire la petite réunion mensuelle là d'explication à la pause café une fois par mois ou au resto avec tout le monde. Le côté cyclique, franchement, facile quoi. Vous êtes peu nombreux. En général, les gens sont beaucoup plus proches de leurs clients. Ils connaissent leurs clients, donc faire de l'UX, hein, vous allez voir, hein, ça va être de la user experience, pardon. Donc tout ce qui est expérience client, ça va être super simple parce que les gens ils connaissent déjà beaucoup plus leurs clients. L'affichage, la transparence de l'affichage, franchement, dans une TPE, voilà, c'est presque naturel. Donc oui, oui, franchement oui. Travailler en cycle, ça vous apportera énormément de choses. Ensuite, mon problème actuel, c'est un plan de trésorerie et redémarrer mon activité. Et j'ai besoin de tout ça. C'est un peu dans le même acabit celle du cul, mais pour une entreprise d'une taille différente. Ben, je dirais que pour moi, tout ce que je vous ai exposé, ça peut vous aider, ça doit vous aider à faire un plan de trésorerie plus pertinent et plus réaliste qui prend en compte les opportunités et donc les opportunités de regagner des marchés, mais objectivés. Voilà. Donc, tout ce qui est UX, enfin tout ce qui est expérience utilisateur, va vous permettre de vous donner des pistes de reconquête de marché plus vite. Vous faites une enquête utilisateur, aujourd'hui vous avez perdu 50% de vos clients, vous faites cette enquête et vous voyez que pour regagner des clients, on ne sait pas trop combien, mais vous allez évaluer ça à 10-20% de plus, il faudrait mettre en place un catalogue des produits et services sur Internet. Ben voilà, ça vous avez ça va intervenir dans votre plan de trésorerie. Okay, donc oui, pour moi, tout peut vous permettre de vous aider à faire beaucoup plus facilement un plan de trésorerie efficace et moins morose. Voilà. Alors, question intéressante sur comment faire si aucun salarié ne contribue au collectif. Ben, je dirais que ça va être très très rare. C'est très rare. Comme je vous disais, les voyants sont ouverts parce que les gens sont en demande. Ils sont en demande de cohésion, de partage, etc. Et ils sont dans l'incertitude, ce qui fait que dans l'incertitude, on a besoin d'être rassuré. Quelqu'un qui vous propose une direction, en fait, on a envie d'y aller. Hein. Et surtout, si vous avez mis j'insiste encore, mis du temps dédié pour ça et que vous le valorisez en fin d'année en disant les gens, voilà, que ça fait partie de l'évaluation du collaborateur, de sa performance, que d'avoir participé à ce collectif,
il ne pourra pas vous dire que ça ne fait pas partie de son job et qu'il n'a pas le temps. Voilà, parce que c'est les deux freins qu'on voit habituellement. Donc, logiquement, vous aurez des. Je prends une dernière question. Oui, allez. C'est bien beau, mais on a déjà du mal avec la visioconférence à gérer la production. Comment va-t-on pouvoir travailler en collectif avec des mesures de distanciation sociale? Alors là, je réponds très rapidement. Comme toutes les grandes entreprises qui le font déjà, même avant les problèmes de distanciation sociale, travail onshore, offshore, ça marche très bien. Maintenant, c'est très au point. Il suffit plutôt que comme dans ce webinaire où vous avez un seul écran avec ma présentation et moi en petit sur le côté, vous allez avoir deux écrans. Un sur lequel vous allez avoir par exemple Klaxoon, que je vous ai présenté là, où les gens vont pouvoir coller des post-it, interagir, écrire des trucs de chez eux, puisque c'est un dialogue et c'est un écran partagé, donc chacun peut écrire des trucs sur le même écran, même à distance. Et de l'autre côté, vous allez avoir un écran avec les trombinoscopes et les gens qui parlent réellement. Donc, ça vous permet de jouer sur les deux tableaux et de ne pas avoir ça dans un mouchoir de poche. Ensuite, il faut dans ces réunions avoir absolument un animateur. Pourquoi? Parce que c'est son rôle et que lui est là pas pour le contenu, mais pour s'assurer que tout se passe bien. Alors déjà rythmé, qu'on ne dérive pas, et qu'ensuite tout le monde est réellement impliqué dans ce collectif. Imaginez qu'il y ait quelqu'un en télétravail qui est interrompu pendant 5 minutes par ses gamins. L'animateur saura prendre 5 minutes pour que cette personne puisse rattraper le retard de ce qui s'est dit pendant qu'elle n'était pas là, de manière à ce qu'elle puisse rattraper la conversation. Donc, un animateur, deux écrans, ça marche très bien. Dernière question. Vous semblez être certifié en méthode agile. Pourquoi ne pas en parler du tout? Alors, c'est volontaire. Parce que d'expérience, il ne suffit pas d'avoir lu sur la méthode agile ou même d'être formé à la méthode agile. Il faut en plus avoir un coach pour que ça démarre bien en entreprise. C'est un changement radical qui est qui n'est pas simple à mettre en place en entreprise. Donc moi, ce que j'ai voulu aujourd'hui, c'est vous donner des pistes faciles. Donc, mais qui vous permettront d'aller à l'agile, mais pratiquement, ça va être à portée de main. Hein. Donc, qu'est-ce qui est agile dans ce que je vous ai expliqué? D'abord, le travail en équipe autonome. Ça, les petites équipes inférieures à une dizaine de personnes qui travaillent sur un sujet donné. Priorisation mensuelle du backlog. Alors, en agile, ça peut être des cycles qu'on appelle des sprints. Ils sont plutôt de 3 semaines. Mais, OK, voilà, vous avez déjà les bases de fonctionnement. Ensuite, un mécanisme qui est proche de la rétrospective agile. En fait, le fait de, en fin de cycle, se poser la question, réanalyser. Voilà. Donc, vous avez pris cette habitude. Ensuite, cadence en cycle court. Voilà. Management visuel, comme en agile. Et puis, le management, qui est plutôt un manager leader. Et bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aider à réussir plutôt que d'empêcher à mal faire. Donc voilà, vous avez en fait l'ensemble des préceptes qui vous permettront très facilement de comprendre Agile et d'y aller. Voilà. Mais j'en ai fini. Je vous remercie vraiment pour votre participation. J'espère que je vous ai inspiré, que vous allez pouvoir appliquer un certain nombre de ces points dans vos entreprises et que vous me tiendrez au courant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. J'aimerais savoir ce que vous devenez. Merci à tous et bonne journée et bon déconfinement.